nous écouter pour cette table ronde. Voilà, que j'ai le plaisir d'animer. Donc, je suis Claire Simoneau. Et donc, on a ce matin le plaisir d'avoir une table ronde sur le thème « Construire les villes du futur en terre ». En se demandant voilà, dans quelle mesure ce matériau terre dont on va discuter peut trouver sa place en ville en tant que matériau de construction, peut-être aussi en tant que symbole de futures métropoles dans un contexte de bouleversement généralisé, climatique, géopolitique, socio-économique. Donc pour cela, on a 3 intervenants qui sont avec nous. Qui ont comme commun, enfin vous avez comme point commun de vous intéresser aux matériaux terre, dans la construction, mais aussi dans la production de la ville, dans la gestion des grands chantiers de construction, d'aménagement. Et vous êtes tous les 3 issus non pas de ces disciplines voilà, propres à la construction de bâtiments, architecture, ingénierie, mais plutôt des sciences humaines et sociales. Et c'est peut-être pas un hasard, peut-être qu'il faut effectivement aller chercher dans d'autres imaginaires, d'autres cultures professionnelles que celle de la construction, la seule construction, des idées d'innovation relatives à la construction, à la production des villes. Alors, on a donc Agnès Bastin, qui est donc géographe urbaniste à l'université Gustave Eiffel présentement, donc qui a fait sa thèse sur la question de la circulation des matériaux de chantier et de leur valorisation en Île-de-France et à Bruxelles. Et donc Agnès s'est intéressée aussi à la question des matériaux en terre à travers la formation du projet Cycle Terre en Île-de-France, dont tu nous parleras sûrement. Armelle Choplin, géographe, urbaniste, voilà, à l'Université de Genève, spécialiste des villes africaines et de leur production, les matériaux de construction, notamment le béton, donc avec ton dernier livre en français, Matière grise de l'urbain, sur la vie du ciment en Afrique, et aussi intéressée par ailleurs par les questions de techniques de construction locales, durables, y compris à travers voilà, participation à des ONG. Philippe Simet, donc philosophe, mais aussi enseignant-chercheur en philosophie en école d'architecture sur les questions de construction et d'habiter le monde. Tu as également animé la série documentaire sur Arte, voilà, du même nom, Habiter le monde, et impliqué dans des projets d'éco-construction. Et donc tu es l'auteur notamment de cet ouvrage avec Clara Simet, La ferme du rail, et plus récemment Bâtir avec ce qui reste. Donc avant de discuter, de rentrer dans le sujet de ces villes du futur, d'imaginer ce qu'elles pourraient être, revenons au constat de départ. Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas dans les pratiques de construction, de production de la ville actuelle ? On constate tout de même un verdissement de la construction. Donc, qu'est-ce qui vous semble non soutenable ? En quoi est-ce insuffisant ? Peut-être Philippe, pour commencer. Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour moi, ce qui caractérise nos manières d'habiter et de construire, c'est qu'on est dans un système extractiviste et productiviste, c'est-à-dire un système qui repose sur la construction et la destruction systématique, enfin plutôt la destruction systématique de l'existant pour produire du neuf. Et donc je disais finalement on est les héritiers, les héritières et les héritiers d'une culture extractiviste. Alors extractivisme, ça désigne le processus d'extraction et de consommation de matières premières, soit de façon continue, soit de façon extrêmement rapide, mais dans tous les cas massive, et si massive que finalement ça conduit à l'épuisement de ces ressources ou de ces matières premières. Alors soit ces ressources elles sont non renouvelables, soit elles sont renouvelables, comme par exemple du bois, mais finalement les coupes sont tellement massives que ça va bien plus vite que le cycle de croissance des arbres. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, parce que si vous regardez une histoire mondiale de la construction, vous voyez que
En gros, jusqu'au 19e siècle, les humains construisent avec des matériaux bio et géosourcés, donc des matériaux qui viennent de la biomasse, des fibres, des arbres, etc. Ou des matériaux géosourcés, des roches ou de la terre, et que ça change. En gros, dans l'entrée, avec la révolution industrielle, avec l'invention de ces matériaux industriels, l'acier, le béton. Et si on regarde au XXe siècle, en fait, la consommation de minerais, en un siècle, a été multipliée par 28. Donc c'est énorme, en fait. Il y a tout un tas de matériaux qu'on a abandonnés, mais aussi de savoir-faire. Ça va être, je pense, une des questions qu'on va aborder aujourd'hui, de savoir-faire, de filières professionnelles, de compétences techniques qui ont été perdues au profit de la construction, notamment en béton. Aujourd'hui, le béton, c'est le premier matériau au monde, de très loin devant les autres. C'est 6 milliards de mètres cubes par an. Et quand vous regardez le BTP, la construction des infrastructures et des bâtiments, c'est à 98% avec des matières premières non renouvelables. Donc c'est vraiment un modèle constructif qui est absolument intenable. Et puis donc l'extractivisme, c'est aussi une idéologie qui porte finalement nos sociétés et nos modes de vie. J'ai mis là 3 photos du photographe, peut-être que vous le connaissez, Édouard Burtynsky. C'est un photographe canadien qui a fait beaucoup de choses sur des livres sur l'Anthropocène. Puis il y en a un qui s'appelle Extraction, Abstraction. J'adore ce titre. Enfin, c'est un photographe. J'ai une relation compliquée avec ces images, mais en tout cas, elles sont intéressantes parce que je trouve que c'est des images génériques. Puis on a l'impression que finalement on est face à des phénomènes géologiques où l'action humaine est inapparente. On ne voit pas que ça, c'est des paysages qui ont été faits de main d'homme. Donc on se sent aussi totalement impuissant, ou en tout cas on n'a pas l'impression d'être concerné, d'être directement connecté à ce type de paysage, alors qu'en fait, ils sont liés aux activités d'extraction, soit de marbre, soit de charbon. Aux États-Unis, là, c'est du cuivre. Et c'est intéressant parce que je trouve que ces matériaux qui sont nés avec la révolution industrielle, ils ont introduit beaucoup d'abstraction dans notre rapport à la matière. En fait, on dit qu'on est dans une société matérialiste, mais on n'a aucun lien, aucune compréhension avec les matières qui constituent notre environnement. Regardez la salle où on est, c'est une super salle. Je ne veux rien dire sur les équipements publics de Saint-Dié, mais qui serait capable de dire d'où vient le béton, d'où vient le plastique là qui constitue ces sièges. S'il y a des tubes en aluminium, d'où vient la bauxite? Qui sait que l'aluminium est fait à partir de la bauxite? Où est-ce que cette bauxite a été extraite? Où est-ce qu'elle a été transformée en alumine? Et finalement, d'où vient l'aluminium? Et on ne sait pas. Et même les professionnels, en fait, ne savent pas. Donc on a un rapport super abstrait, finalement, aux matières qu'on prescrit quand on fait de l'architecture ou quand on construit des infrastructures. Et on est finalement complètement déconnecté, à la fois intellectuellement, mais aussi sur un plan sensible de ces matières qui portent nos vies. Et donc il y a un enjeu à se reconnecter à ces matériaux-là. Et moi je crois que la Terre, c'est une bonne porte d'entrée dans tous les sens du terme, là, pour toucher Terre, pour être terre à terre. C'était Thibaut Sardier qui disait ça hier. Et comment retrouver ce contact direct avec les matières qui rendent nos vies possibles. Agnès, peut-être tu peux illustrer. Oui, donc moi je vais vous parler d'une matière en particulier qui est donc la terre, et d'abord sous son versant terre excavée. Donc peut-être on peut mettre la petite slide d'après. Donc moi je m'intéresse aux enjeux de soutenabilité de la construction et de la production de la ville à travers un angle métabolique. Donc c'est-à-dire je m'intéresse à la ville comme un métabolisme, c'est de manière métaphorique, donc c'est-à-dire à la consommation de matière, d'énergie générée par les fonctionnements urbains.
Et donc, ça amène à s'intéresser au flux de matière et au stock de matière produites par les fonctionnements urbains. Donc là, vous avez un petit schéma du métabolisme des matériaux de construction dans le Grand Paris, donc en Île-de-France. Et ce qui est remarquable, c'est donc on voit qu'il y a un gros flux entrant, donc beaucoup de matériaux qui sont consommés pour entretenir la ville, construire des nouveaux bâtiments. Ces matériaux, ils sont ensuite en quelque sorte stockés dans la ville. Les bâtiments, c'est des stocks de matière. Les infrastructures aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la ville produit aussi énormément de déchets, donc des déchets ménagers, etc., que vous connaissez très bien, mais aussi des déchets liés à la construction, à l'aménagement, à la construction d'infrastructures, aux travaux publics. Et en fait, ces déchets constituent d'énormes volumes. Ils pèsent aussi très lourd. Et au sein de ces déchets, il y a une matière importante qui est la terre excavée. Parce que quasiment toute opération de construction aujourd'hui commence par de l'excavation. Donc on creuse avant de faire des parkings, avant de faire des fondations pour monter en hauteur des bâtiments. Et donc ça génère un flux sortant de matière très important qui est la terre. Et donc par terre, là, j'entends un tout petit peu de terre fertile, mais surtout énormément de terre qu'on dit inerte, c'est-à-dire qui ne se modifie pas, qui reste stable. Donc de la terre, de la terre inerte. Et donc, peut-être on peut passer à la slide suivante. Je voulais vous montrer un peu ce qui se passe de ces terres, qu'est-ce qui advient de ces matériaux. Eh bien, en fait, ces terres sont en grande partie bougées. Il y a des grands mouvements de sol pour, par exemple, être utilisées en remblais paysager, en merlons phoniques, donc de protection phonique, pour faire des eaux, etc. Donc elles participent en fait à remodeler le paysage de manière anthropique. Donc on retrouve un peu ce qu'expliquait Philippe. Et donc là, vous avez ici un exemple d'un grand remblai de terre qui a vocation à devenir un parc paysager avec de la hauteur pour être un belvédère. Et la deuxième image, c'est pour vous illustrer la deuxième filière de gestion de ces terres, qui est le comblement des carrières. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que les matériaux, donc pour construire les villes, on utilise des carrières, donc on crée des trous. Et pour combler ces trous, on utilise les déchets de notre production urbaine. Donc il y a ici un lien entre approvisionnement et gestion des déchets. Et donc ça m'amène à cette idée d'extractivisme. En fait, effectivement, notre production urbaine, elle est extractiviste. Alors, il y a de l'extractivisme international, comme l'a montré Philippe, mais c'est aussi un extractivisme local. On extrait de la matière dans les rivières, proche de chez nous, proche des villes, et on gère les déchets aussi en proximité, parce que c'est des matières qui pèsent extrêmement lourd, et qui coûtent pas très cher. Donc, voilà, tout ça est géré dans une relative proximité et de manière diffuse, mais ça contribue à transformer très fortement les paysages. Là, on a des reliefs, c'est véritablement des reliefs, d'origine totalement anthropique. Voilà. Alors, merci pour ces illustrations du coup en Île-de-France, mais ces questions-là se posent de manière générale dans d'autres contextes, aussi à croissance urbaine rapide. Alors moi, je vais décentrer un petit peu le regard. Je vais vous emmener en Afrique de l'Ouest pour vous montrer un petit peu ce qui se passe actuellement dans le domaine de la construction. Alors c'est vrai que le panel s'appelle « Construire les villes du futur en terre », mais il n'y a pas de point d'interrogation et pourtant je pense qu'il mériterait d'y en avoir quelques-uns. Alors j'aimerais bien commencer par la terre, mais je pense que quand on parle des villes en Afrique, dans ces grandes métropoles qui sont en plein chantier, évidemment, ce qui domine, c'est le ciment, le béton, cette couleur gris, en fait, grise qui est devenue et a donné cette uniformité, en fait, à cette marée urbaine. Donc là, on est à Cotonou.
au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et puis, je trouve que cette image-là, le dépôt de ciment ouvert 24 heures sur 24, vous donne à peu près la température locale, c'est-à-dire que c'est pas un mythe, vous pouvez acheter des sacs de ciment à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, une envie pressante. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là, au coin de la rue, à vous vendre un sac de ciment. Et ce sac de ciment, vous pouvez le distinguer ici, vous voyez que le prix est écrit à la craie. Donc, en fait, c'est un peu si vous voulez, le Dow Jones local, hein, les gens regardent la fluctuation du cours, donc à la craie, parce qu'on peut le changer tous les jours, même dans la journée, il peut aussi y avoir des variations en fonction des pays voisins. On est sur des petits pays, on est entre le Bénin, le Togo, le Nigeria, donc ce géant, et puis Abidjan en Côte d'Ivoire. Et du coup, le long de ce qu'on appelle le corridor urbain ouest-africain, le prix fluctue et du coup, ça devient presque une monnaie d'échange, quelque chose dont on parle. Quand on se rencontre dans la rue, on ne se demande pas quel temps il fait, mais on dit alors où en est ta construction. Tu as vu le cours du ciment a baissé, on va pouvoir enfin finir le mur de la future extension. Et puis, c'est aussi la place... Donc dans l'économie, dans la vie sociale, on le voit ici avec cette dernière image que j'ai mis à droite, c'est un concours, comme on pourrait avoir chez nous un jeu concours organisé par l'opérateur téléphonique MTN, comme si c'était nos opérateurs téléphoniques, et qui dit voilà, à gagner 12 parcelles et 150 tonnes de ciment. Donc le ciment fait partie de la vie des gens. Quand je suis arrivée à l'université au Bénin, mes collègues m'ont dit il y a un éminent professeur qui part à la retraite, on va lui faire un cadeau, est-ce que tu veux participer? Donc j'ai dit bien sûr, on lui offre quoi? Donc on est loin du vélo électrique ou du spa qu'on offre ici à nos collègues. Et en fait, on offrait 2 tonnes de ciment. Alors j'étais un peu surprise. Ils m'ont dit oui, c'est quelqu'un de respectable, respectueux. Maintenant, il faut qu'il pense à bâtir pour lui, pour sa famille, donc monter en hauteur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces matériaux, au-delà, un peu comme tu disais, alors qu'ici on est totalement déconnecté de cela, en fait, cette matière grise, elle fait complètement partie de la vie des gens, on s'en offre. Quand on s'aime, les jeunes gens peuvent s'offrir des sacs de ciment pour montrer leur engagement sur le long terme. Vous voyez, en disant, ça c'est une vraie preuve d'amour. Autrefois, il y a 10 ans, 15 ans, on offrait des téléphones portables, maintenant on offre des sacs de ciment, ou le migrant qui est à l'étranger, pour participer à la famille, aux besoins de la famille, parce qu'aujourd'hui, nous on n'a pas ça, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest, les gens achètent du ciment avec une application et ils se font livrer directement sur leur parcelle. Vous voyez, comme on achèterait, je ne sais pas, un livre sur un distributeur, voilà. Donc en tout cas, c'est intéressant, et peut-être je vous montre juste la deuxième photo pour vous montrer à quel point ces paysages urbains sont marqués par des briques. Alors là, on est à Dakar. Nous sommes allés en juillet à Dakar avec Claire. Et c'est vrai qu'il y a des briques à vendre partout. Et en fait, on se demande... là, on voit les trous, en fait, dans la ville pour prendre du sable. Parce qu'ici, même les gens ne savent pas comment on fait du béton. C'est intéressant. On ne sait plus. On a oublié qu'en fait, il faut du sable, des graviers. Si on a de l'argent, des graviers, parce qu'en Afrique de l'Ouest, parfois, on n'en met pas. Donc du sable, du ciment, de l'eau, il faut mélanger, il y a un dosage. En Afrique de l'Ouest, ce qui est assez fascinant, c'est que même les personnes qui ne savent pas lire ni écrire, il y a des petits pictogrammes en fait, sur les sacs de ciment qui vous donnent le dosage. Donc vous voyez à quel point les cimentiers sont à l'avant-garde en fait, de la construction. Et partout dans les périphéries, vous avez des containers qui en fait vendent des sacs de ciment, et on se demande en fait si c'est le ciment qui fait la ville ou s'il est là parce qu'il y a une demande, mais les deux sont très liés. Et puis peut-être je termine sur cette image, voilà, pour faire la transition. Une belle usine, il y a même des fours flambant neufs. Nous sommes à 40 km de Dakar, dans la banlieue, une grande banlieue de Dakar. C'est l'usine de la grande usine Vika, qui la Socosim, comme on l'appelle, donc la grande société de production de ciment. Et donc là, ils viennent d'inaugurer le 4e four. Donc c'est intéressant parce que hier, on parlait de la désindustrialisation des régions ici, le fait qu'on n'aille plus dans les mines. Alors là, c'est une extraction à ciel ouvert. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cimenteries aujourd'hui en Afrique, c'est peut-être là ce que je voudrais dire, c'est qu'avant, on importait le ciment en Afrique. C'était considéré comme le matériau du colon, du blanc. Et les colons avaient leurs maisons en béton, et les populations dites indigènes, je reprends les termes qu'on utilisait à l'époque, eux vivaient dans les cases en terre.
Et donc, si vous voulez, cette fascination pour le béton, elle vient aussi d'une histoire coloniale très lourde. Et l'idée de construire en béton, c'est construire comme l'ancien colon, c'est donc être moderne, c'est être quelqu'un qui a réussi. Et puis, évidemment, aujourd'hui, les grands cimentiers, Holcim, je vis en Suisse, donc voilà, Lafarge Holcim, si vous voulez, leur grand, ou Vicat comme cette entreprise, aujourd'hui leur grand marché, ce n'est pas l'Europe en fait. Ils ont compris que, en fait, aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'aller développer, c'est-à-dire prendre le marché qui s'ouvre dans les métropoles des Suds. Et là, on a une vraie guerre du ciment qui se joue aujourd'hui. Donc, l'usine Vicat, évidemment, vient d'ouvrir un 4e four, mais juste à côté, il y a l'usine Dangote qui vient d'ouvrir également. Et Dangote, c'est peut-être un nom qui vous dit rien, mais Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Et évidemment, ils vendent du ciment. Donc on est encore un peu loin de la Terre, mais je vais vous montrer qu'il y a l'opposé de Aliko Dangote tout de suite après. Voilà, donc on l'a vu, le béton est présent de manière très importante en Afrique et ailleurs. L'extractivisme est un processus central dans la manière de construire, de produire les territoires urbains notamment. Néanmoins, le matériau terre revient un peu sur le devant de la scène, médiatique, et a pris une place de plus en plus centrale dans vos travaux, dans vos projets. Donc voilà, qu'est-ce que cela traduit en termes de changement de regard de vos disciplines, peut-être d'une société, d'une profession en particulier. Par exemple, Agnès, sur la question des chantiers de construction, qu'est-ce qui change ? Oui, alors peut-être, effectivement, comme Claire l'a dit, on vient pas forcément de la construction, donc on s'est intéressé aux matériaux terre un peu de biais. Et donc moi, je m'y suis intéressée à partir de cette question-là des terres excavées dont je vous ai parlé. Parce que, en fait, donc, la terre, la construction en terre, l'architecture de terre, et notamment l'architecture de terre crue, donc c'est-à-dire le fait de ne pas cuire la terre, à la différence des briques de terre cuite que vous connaissez très bien, j'imagine. Eh bien, cette architecture de terre crue, elle apparaît de plus en plus comme donc intéressante parce que c'est un matériau géosourcé qui peut aussi être recyclé à l'infini. Comme on ne cuit pas la terre, en fait, elle peut redevenir terre. Donc voilà, c'est un matériau intéressant. Et d'autre part, c'est apparu comme un débouché possible, une manière de gérer les déchets d'excavation, les terres excavées, les quantités de terres excavées dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et donc en fait, c'est un peu comme ça que moi je me suis intéressée à cette architecture de terre crue, à partir d'un foisonnement d'initiatives, donc moi sur le terrain francilien, donc de collectifs d'architectes, de tout un tas de gens qui se disaient, en fait, peut-être qu'on peut essayer de construire en terre, à partir des terres excavées, des très nombreux chantiers dans la métropole parisienne, et notamment des chantiers d'infrastructures. Donc vous en avez peut-être entendu parler, mais donc il y avait ce grand projet de Grand Paris Express, donc la construction de plusieurs centaines de kilomètres de tunnels pour faire passer des trains. Et donc évidemment, avec cette construction de tunnels, ça s'accompagnait de très grands volumes de terres excavées, des terres inertes, en général non polluées, puisque, en tout cas avec peu de pollution anthropique, puisqu'on était dans des terres assez profondes. Voilà. Et donc ça apparaissait comme une opportunité pour repenser de l'architecture en terre crue, sachant qu'en Île-de-France, il n'y a pas une tradition forte d'architecture en terre crue, à la différence de plein d'endroits, et de plein d'endroits en France aussi. En fait, c'est une architecture millénaire. En Bretagne, dans l'ouest de la France, il y a énormément de constructions en terre, notamment en torchis. Dans la région lyonnaise, grenobloise, beaucoup aussi de patrimoine en terre, avec notamment le pisé. Voilà, donc il y a quand même une culture de la terre crue, mais qui n'était pas du tout présente en Île-de-France. Et peut-être je vais essayer de un peu conclure. Donc moi, je me suis intéressée à cette question de la terre autour de la circularité. C'est-à-dire essayer de transformer une matière qu'on considérait comme un déchet, les terres excavées. On considère cette matière comme un déchet parce qu'on n'en a pas de l'usage. Sur un chantier, en fait, quand vous commencez, donc vous
vous excavez. Ce matériau, il prend le statut de déchet à partir du moment où il quitte le chantier. Évidemment, il n'y a eu aucune transformation matérielle, hein. Ça reste de la terre, elle n'est pas plus polluée ou moins polluée, c'est juste un matériau. Mais comme c'est un matériau dont personne n'a d'usage, on considère que c'est un déchet. Et donc, il y a des filières qui se sont mises en place pour stocker ces matières, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais évidemment, on peut considérer cette matière comme une ressource, et notamment comme une ressource pour de la construction et de l'architecture. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un travail qui se met en place pour essayer de caractériser cette matière, pour arriver à identifier les ressources en terre qui sont propres, enfin, qui permettent de construire en terre crue, et celles qui ne le permettent pas. Toute terre ne permet pas nécessairement de construire en terre crue. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment caractériser les terres excavées qui vont sortir d'un chantier d'une manière différente. Aujourd'hui, en fait, on regarde juste si elles contiennent des pollutions, parce que c'est très important, et si elles sont... notamment comment elles vont réagir avec l'eau, puisque ce qu'on en fait, c'est qu'on les stocke. Donc on fait des espèces de monticules là que je vous ai montré. Et donc si ça entre en contact avec de l'eau et s'il y a certaines caractéristiques, ça risque de polluer les sols ou de créer des effondrements. Mais on ne s'intéresse pas du tout à la qualité constructive de cette matière. Et donc c'est un peu ce que essaient de faire aujourd'hui certains acteurs en Île-de-France. Ce qui modifie complètement l'organisation des chantiers, puisqu'il faut faire des tests différents, il faut stocker la matière beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc il y a toute une réorganisation des chantiers de construction. Oui, donc, et Philippe, tu t'intéresses aussi à ces questions de construction en terre à travers tes projets. Ouais, je pense que la France, c'est un pays où la question de la construction en terre est vraiment portée depuis longtemps. Il y a, par exemple, il y a un centre de recherche qui est une portée internationale qui s'appelle Cratère et qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la diversité des constructions en terre en France. Hein. C'est ce que tu disais, Agnès, hein, de montrer des réalisations en pisé, en bauge, en torchis, etc. Enfin, voilà, montrer la diversité des techniques et puis finalement un patrimoine local. Et si on peut mettre ma slide là, c'est juste une... Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est ça. Mais aussi, Cratère a beaucoup œuvré pour faire reconnaître au patrimoine mondial de l'UNESCO des réalisations en terre. Donc là, vous avez tout là-haut du Fujian, et puis de l'autre côté, on est au Burkina, à la frontière du Ghana, et là c'est une construction en mode de terre avec un mur qui est lissé puis après qui est peint. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que la France a joué un rôle majeur en fait dans la valorisation des constructions en terre à l'échelle nationale et internationale, et du coup a changé notre regard sur ce matériau qui apparaissait comme tu le disais, Armel, comme un matériau du pauvre, et montrer finalement à la fois sa beauté, sa dignité, mais aussi sa robustesse, hein, sur une échelle de temps qui peut être assez longue. Et puis voilà, il y a d'autres, par exemple, il y a un organisme de formation qui s'appelle Amaco, qui va former des professionnels à la construction en terre pour les accompagner dans le changement de leurs pratiques, parce que ils ont été éduqués dans des écoles d'architecture où finalement la terre n'était jamais présente, et on sent vraiment ces changements aujourd'hui. Les jeunes étudiantes et étudiants veulent se tourner vers d'autres matériaux pour des raisons écologiques, bien évidemment. Et la terre, c'est un matériau local qui est peu cher. Après, il faut rentrer bien évidemment dans le détail, et puis ça pose plein d'autres questions. Mais donc il y a cette préoccupation écologique, mais il y a aussi le fait, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, qui est lié à la dimension sociale de la construction. Voilà. C'est deux images qui viennent de la série que j'ai réalisée, là, Habiter le monde, et à chaque fois j'ai été frappé par les manières de construire qui étaient beaucoup plus horizontales, qui impliquaient les habitantes et les habitants,
et où il y avait de la discussion, de l'échange, de l'apprentissage de techniques, de la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire habiter. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, nos manières d'habiter, peut-être techniquement on est super fort, mais il y a une dimension humaine qui manque vraiment à nos façons de construire, qui n'est pas un construire, voilà, c'est pas un construire commun. En tout cas, le chantier, c'est pas un lieu de partage, alors que ça pourrait être un lieu de partage. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça où finalement vous trouvez des professionnels, des experts, des élus, des associations, des habitantes et des habitants, des ouvriers, des artisans, etc., qui se rassemblent autour d'un même projet. On a tout ça. Et en fait, le chantier, non seulement c'est un lieu qui est caché au public, mais c'est un lieu de violence professionnelle et humaine qui est extrêmement fort, hein, les chantiers du BTP et de la construction. Et donc, voilà, il y a cette dimension sociale qui est très présente et que finalement, les jeunes étudiantes et étudiants perçoivent tout de suite, c'est une façon d'exercer son métier autrement. Puis, il y a une dimension sensible, j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, le fait de toucher la matière. Voilà, moi j'ai eu la chance de participer voilà, à ces constructions et de mettre la main à la pâte. C'est un plaisir incroyable. Voilà. Et dans des études qui sont de plus en plus abstraites et où finalement votre vie professionnelle se passe surtout derrière un ordinateur à faire des clics sur un logiciel d'assistance à dessin, ben voilà, de se retrouver sur un chantier, de construire avec ses mains, d'être là avec d'autres et de partager ce moment, ben finalement c'est quelque chose qui est déterminant dans l'engagement des jeunes architectes. Et puis peut-être dernier point, je m'arrêterai là. C'est vrai que ces derniers temps, je pense qu'il y a une discussion là aussi qu'on va avoir, il y a un véritable regain d'intérêt pour le vernaculaire. Et donc c'est bien évidemment une esthétique vernaculaire voilà, qui produit de l'adhésion et puis de la fascination dans un rejet du modernisme. Hein. On ne veut plus du béton, on ne veut plus de ce langage du mouvement moderne, et donc on se tourne vers les architectures pré-modernes qu'on redécouvre avec beaucoup d'admiration et de fascination. Mais il y a aussi la recherche d'un autre modèle économique. Le vernaculaire, c'est aussi d'autres façons de produire. Puis il ne faut pas oublier qu'un des bouquins qui a été marquant pour les architectes, un bouquin de 1964 qui s'appelle « Architecture sans architecte » de Bernard Rudowski, où il montre voilà, des images comme ça, voilà, un peu partout dans le monde, mais c'est en pleine période de décolonisation. Et ça, on l'a oublié. On se rappelle surtout de regardez, voilà, les Cassénas, comment ils construisent, etc. Mais en fait, c'est pas ça. L'objectif du bouquin, c'est beaucoup plus subversif. C'est de dire, voilà, il y a une hégémonie occidentale, il y a une manière finalement d'imposer à travers un style architectural des matériaux et des modèles économiques. Et dans ce vernaculaire, il y a peut-être la possibilité de réinventer d'autres façons, voilà, de pratiquer son métier, mais aussi de penser voilà, une économie dont on est aujourd'hui largement prisonnier. Donc la terre, c'est jamais juste un matériau. C'est des techniques, et ces techniques, c'est des techniques, c'est des métiers, c'est des filières, c'est une organisation. Et donc ça a une dimension, ça soulève des questions éthiques et des questions politiques. Sur comment on veut travailler ensemble. Oui, donc on voit hein, le regain d'intérêt pour ces questions, ce matériau, ces techniques constructives voilà, en France, dans les milieux d'architectes. Alors qu'est-ce qu'on en pense dans ces villes grises africaines ? Alors j'ai terminé tout à l'heure sur Aliko Dangote, donc l'homme le plus riche d'Afrique, qui est certainement une figure aujourd'hui internationale. Hein, le président Macron, quand il organise ces grands meetings, ces grands sommets Choose Friends pour investir, il invite évidemment tout de suite Dangote en VVVIP, hein, super VIP, puisque voilà, il pèse très très lourd. Alors vous voyez, avec Dangote, c'est tout un imaginaire, c'est ce genre de maison qu'on construit, donc plus de fenêtres, puisque de toute façon, à quoi servent les fenêtres ? Ça fait juste rentrer la chaleur, puisque déjà tout sera climatisé. Donc voilà, c'est vraiment un modèle qui est réclamé aussi par la population. Et alors, juste en face de lui, le contre-modèle, et du coup, c'est exactement dans la lignée de ce que vient de dire Philippe, ce regain du vernaculaire. Peut-être avez-vous entendu parler il y a 2 ans, donc le prix, ce qu'on appelle le prix Pritzker, donc c'est le prix Nobel d'architecture, a été remis à Francis Kéré, qui est burkinabé.
Et en fait, Francis Kéré construit, notamment a beaucoup construit au Burkina des écoles en terre. Il a aussi construit, donc maintenant il est invité en Europe à construire aussi des bâtiments en terre. Et donc il y a eu tout un engouement, si vous voulez, autour de la construction en terre africaine également, et donc une redécouverte de l'architecture africaine. Je me rappelle d'un article de journal qui disait le Pritzker à un Africain. Vous voyez, donc, parce que en fait, on découvrait, comme si on découvrait qu'en Afrique, il y avait aussi des constructions qui pouvaient être considérées comme des prouesses architecturales. Je me rappelle avoir participé au Nigeria à une table ronde avec une jeune architecte nigériane qui disait « J'ai été formée aux États-Unis, j'ai dit que je voulais faire mon mémoire de fin d'études sur l'architecture Yoruba, et elle me dit « Mon prof avait dit à l'époque aux États-Unis, mais c'est pas de l'architecture, c'est des cases en terre. » Vous voyez, et c'est intéressant de voir ce décalage et d'un seul coup, presque un basculement qui est difficile aussi à saisir pour, on va dire, la majorité des habitants de ces villes ouest-africaines qui, en fait, n'ont pas du tout envie d'habiter dans les maisons que dessine Francis Kéré. Ils disent, oui, Francis Kéré, déjà pour peu qu'ils le connaissent, ils connaissent mieux Dangote, hein, parce que les gamins, ils vous disent, moi, je rêve d'être Samuel Eto'o ou Aliko Dangote plus tard. Sous-entendu, plein de fric. Donc voilà, c'est la figure de Francis Kéré. Elle est un peu clivante aussi parce qu'on trouve que c'est magnifique les bâtiments qu'il fait. Tout le monde est convaincu que vivre dans une maison comme ça, c'est mieux que de vivre dans l'autre maison à côté. C'est-à-dire qu'une maison en terre, c'est agréable, c'est frais. Tout le monde le sait et le bon sens commun sait que c'est comme ça. Mais les gens vous diront qu'ils préfèrent construire la maison comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça le symbole de la réussite. Que ça renvoie à l'image de la brousse, de celui qui n'a pas réussi, qui est resté au village. Et donc, aujourd'hui, même quelqu'un qui a réussi, quand il revient dans son village et qu'il veut construire une maison, il va vous construire une maison en béton. Aussi parce que c'est plus facile à construire. Je vous ai dit, les sacs de ciment sont au coin de la rue. C'est une manière de thésauriser. Vous avez un petit peu d'argent, vous rentrez chez vous, vous dites « Ah tiens, je vais acheter 2 sacs de ciment, comme ça va m'éviter de le dépenser autrement. » Et vous stockez ça dans votre coin de parcelle en attendant d'avoir plus d'argent et de pouvoir construire en hauteur. Et donc, Francis Kéré, bien évidemment, là, les écoles d'architecture en Afrique sont en train de changer les programmes, on enseigne le vernaculaire, etc. Mais, et peut-être je mets ça un peu sur la table, il y a un petit peu une question qui est aussi de qu'est-ce qu'on fait de ce vernaculaire, parce que donc d'abord les Africains ne veulent pas retourner vivre dans des cases en terre. Ils nous l'ont dit cet été quand on était à Dakar, ils ont dit mais nous jamais de la vie. Voilà, on veut un appartement climé, voilà, c'est notre rêve et on a le droit d'avoir ce rêve. Et là, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que en Europe, dans les mondes voilà occidentaux qui publient les rapports du GIEC. On dit, bah voilà, il faut arrêter de surconsommer, il faut faire des efforts, etc., etc. Et puis, on entend des discours qui disent, ah, puis c'est super, parce que Francis Kéré, il a eu le prix Nobel, donc du coup, tout le monde va reconstruire en terre en Afrique, donc on va faire si vous voulez, l'économie énergétique, la transition écologique, elle va commencer par là. Donc, qu'il reste dans les cases, ça va moins produire de CO2 que nous qui continuons à construire en béton. Et donc, le vernaculaire, en fait... il pose la question quand même d'une continuité, d'une domination. C'est-à-dire cette fascination pour la case en Afrique, en fait, elle n'est plus tenable aujourd'hui si elle est tenue par un discours de quelqu'un du Nord. C'est vu comme du néocolonialisme. Et les gens, ils refusent ce vernaculaire. Ils veulent les mêmes maisons qu'ailleurs, ils veulent les mêmes smartphones. Et en gros, ils veulent consommer, malheureusement. Et ils veulent continuer à acheter du béton et non pas aller s'esquinter sous la chaleur, à construire un mur en terre, parce que quand même, une maison comme ça met beaucoup plus de temps à construire, parce qu'il faut faire sécher, etc. Et ça demande plus de compétences que de tourner à la main, parce qu'évidemment, il n'y a même pas la machine pour tourner le béton, mais voilà, que la bétonnière, mais tourner à la main, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et du coup, ça devient, même si techniquement, c'est plus dur à construire, c'est dur de fabriquer du ciment, en fait, construire en ciment, c'est beaucoup plus facile, presque aujourd'hui, que d'avoir retrouvé ses savoir-faire en terre. Donc, voilà, à la fois de l'optimisme, mais en même temps, un constat quand même qui est qu'on est loin de construire en terre en Afrique. Merci. Donc, vous avez bien posé les termes du débat, ce regard d'intérêt, c'est très séduisant, mais on commence à se poser la question finalement à l'échelle des villes. Est-ce que ce sont des solutions qui peuvent être déployées à ces échelles-là, Est-ce que c'est toujours adapté, pertinent en termes quantitatifs, de performance énergétique ou même esthétique. Est-ce que c'est une esthétique à sa place en ville ? Peut-être Agnès à partir des controverses. Oui, donc
la terre crue, donc c'est une architecture, enfin ça donne lieu à une architecture particulière, et donc qui soulève, enfin qui est traversée par un ensemble de controverses. Donc d'abord, c'est un matériau qui est souvent associé dans les imaginaires à un matériau plutôt rural, plutôt associé à des petites constructions, à de l'autoconstruction. Et donc, c'est assez dur de l'imaginer dans des grandes villes, dans des métropoles, donc d'urbaniser en fait le matériau. Et c'était un des enjeux. Donc j'ai travaillé sur l'Île-de-France. C'était un des enjeux. Comment faire sortir ce matériau de son imaginaire rural, petite construction. Et ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a, pour le coup, une envie. Donc moi, j'ai travaillé dans le cadre d'une expérimentation avec la fabrique Cycleterre, mais peut-être je vous raconterai ça plus tard. Et en fait, il y avait une vraie demande. Il y avait une demande de la part des gros promoteurs, des constructeurs, Bouygues, Eiffage, etc. Ils étaient prêts à mettre un peu de terre crue dans leur construction. Donc ça, c'est un premier enjeu. Comment donner envie en ville d'avoir recours à la terre crue. Après, il y a une deuxième question qui est plus d'ordre économique. Économique et politique. Est-ce que ce matériau peut s'adapter et est-ce qu'il doit s'adapter à l'économie métropolitaine, à l'économie des chantiers métropolitains? Aujourd'hui, quand ce qu'on veut faire sur un chantier, c'est aller le plus vite possible, construire le plus vite possible et que ça coûte le moins cher possible. Or, la mise en œuvre de la terre crue, ça nécessite souvent du temps parce qu'il faut sécher le matériau ou alors il faut organiser son chantier pour protéger la terre de la pluie. Parce qu'en fait, l'ennemi de la terre, globalement, c'est l'eau. Je le dis très rapidement, ce qui n'est pas un problème en soi, ce qui nécessite c'est juste une organisation différente de l'organisation actuelle et commune des chantiers, ce qui donc du coup prend plus de temps, ralentit les chantiers, coûte un peu plus d'argent, etc. Et donc, il y a un peu une controverse entre différents acteurs au sein du milieu de la terre crue, entre ceux qui souhaitent défendre en fait les particularités du matériau terre crue et qui souhaitent faire entrer ce matériau, mais ne pas l'adapter à l'économie métropolitaine. Dire, OK, c'est un matériau qui est subversif, qui a une dimension politique, qui n'est pas compatible avec l'économie capitaliste métropolitaine telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et c'est pas grave. Et il y en a d'autres qui se positionnent plutôt en disant, OK, il faut qu'on essaie d'adapter ce matériau à l'économie métropolitaine. Et donc, vous avez par exemple Saint-Gobain qui s'intéresse à la terre crue et qui commence à transformer ses machines productives en intégrant de la terre crue dans leurs recettes de production. Et donc là, l'idée c'est de rien changer à la filière telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils remplacent le ciment par de l'argile. C'est une possibilité. Ce qui pose tout un tas de problèmes, parce qu'en fait, donc du coup, très souvent, c'est plus totalement de la terre crue, c'est de la terre crue mais avec un petit peu de ciment. Donc en fait, c'est une terre crue qui n'est plus recyclable. Donc il y a un peu ce débat, cette ligne de tension entre adapter le matériau à l'économie métropolitaine ou essayer d'utiliser ce matériau pour transformer l'économie métropolitaine et justement essayer de modifier l'organisation des chantiers, redonner une dimension sociale, collective à la manière de fabriquer les chantiers. Et je termine. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Cycleterre, qui est une expérimentation qui a essayé un peu d'explorer une troisième voie. Peut-être on peut mettre cette photo. En ce moment, c'est arrêté, ça marche pas. Donc, c'est une expérimentation. Voilà, parfois, ça échoue. Mais l'idée, c'était de créer une fabrique, une usine de taille modeste qui fasse de la préfabrication de matériaux en terre crue. Donc, il s'agissait de construire des matériaux, de produire des matériaux pour ensuite les vendre, mais en utilisant de la terre issue des chantiers du Grand Paris locaux, donc autour de la fabrique,
et en essayant donc de mécaniser un petit peu la production de matériaux, sans passer par des très grandes usines, afin de conserver quand même de la main-d'œuvre dans ces usines. Donc faciliter le travail par la mécanisation sans complètement l'automatiser. Oui. Philippe, peut-être a des exemples également. Ouais, non, mais c'est pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je repartirais de la question du vernaculaire qui, pour moi, véhicule des représentations qui sont très différentes si on est en Afrique ou si on est ici en Europe. Pour moi, le vernaculaire, il représente finalement une porte d'entrée pour dire non aux façons dont on produit ici voilà, nos lieux de vie. Et donc finalement, c'est une manière de commencer à opérer un geste d'écart ou à opérer une manière de se retirer des façons d'enseigner l'architecture, de l'apprendre, d'exercer son métier, de développer son modèle d'agence. Donc oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du refus et du retrait. Voilà. Donc il y a une dimension politique qui est très importante. Et puis ce que vient de dire Agnès, pour moi, c'est vraiment au cœur des enjeux aujourd'hui. Construire en terre, ok, mais pourquoi faire? Déjà, dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a une différence fondamentale entre prendre de la terre, qui est de la terre d'excavation, qui est considérée comme un déchet, et prendre de la terre fertile dans un champ. Dans les deux cas, c'est de la construction en terre, mais c'est vraiment pas la même démarche. À un moment donné, il y a des gens qui disent moi, je veux rien consommer de plus, donc je vais construire à partir de vos déchets. Bon, donc c'est un positionnement qui est un positionnement extrêmement fort, et puis qu'on va retrouver chez des gens qui vont construire en paille, qui est un coproduit. On ne fait pas pousser la paille pour elle-même. Chez des gens qui construisent en réemploi, donc avec des matériaux qui sinon étaient destinés à la benne. Et puis aujourd'hui, la question, quand vous êtes engagé dans l'éco-construction, et ça demande beaucoup de courage et beaucoup de sacrifices, on vous dit toujours « Ok, c'est bien ton truc, mais comment est-ce qu'on généralise? Comment est-ce qu'on change d'échelle ?» Voilà. Et comme si, finalement, la valeur des projets écologiques, elle tenait à sa capacité d'être réalisée à grande échelle. Mais moi, je ne vous dis pas les relations que vous avez avec la personne que vous aimez, parce que vous pouvez la reproduire à grande échelle avec toutes vos connaissances. Ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, les architectes, des ingénieurs, des ouvriers, des artisans ont opéré en fait ce geste d'écart pour expérimenter d'autres façons de travailler. Voilà, pour découvrir d'autres manières, bien sûr, de construire des beaux bâtiments, qui ont une esthétique intéressante, qui ont des performances énergétiques, et une valeur écologique évidente, mais c'est aussi pour transformer leur profession. Et aujourd'hui, on a un peu un flingue sur la tempe en disant « Ok, il faut que tu montes à l'échelle maintenant, c'était bien ton petit bricolage, mais comment on produit ?» Et en fait, on n'a pas besoin. Là, on n'est pas en Afrique, le taux d'urbanisation en Europe, c'est de 80%. Donc si des gens commençaient à arrêter de détruire, on ne serait pas dans l'obligation de construire en permanence. Donc tout ça, c'est quand même une incitation finalement à produire, à produire toujours plus. Et celles et ceux qui sont engagés dans les combats pour une architecture écologique sont soumis à la même pression. Parce qu'on leur dit, change d'échelle. Puis c'est ce que tu disais à l'instant. Enfin, moi, je me suis retrouvé dans un débat, une table ronde. J'étais avec le patron de Bouygues Immobilier et il était plus radical que moi sur les écomatériaux. Il y a un problème, quand même quelque chose qui va pas. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le jour où finalement c'est Saint-Gobain qui s'occupe de la terre, c'est Bouygues qui s'occupe du réemploi, finalement on va industrialiser la production terre, on va industrialiser le réemploi. De toute façon, toutes ces boîtes-là, elles ont la logistique et les savoir-faire et l'argent pour piloter tout ça. Et puis les possibilités de bifurcation qui sont expérimentées aujourd'hui, on va remettre le couvercle dessus. Donc pour moi, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce matériau. Qu'est-ce que ce matériau nous raconte de nos tentatives de faire société différemment.
Voilà. C'est pas juste, voilà. Et donc, oui, j'avais mis une slide, je la mets quand même. Voilà, pour montrer. Alors, c'est des exemples qui sont très connus. Hein. Voilà, vous avez Martin Rohr, c'est un Autrichien qui est un des pionniers, enfin un des grands défenseurs de la construction en terre. Puis ça, c'est sa maison à lui, avec tout un tas de techniques de construction en terre. Et puis de l'autre côté, vous avez Wang Shu, qui est un autre Pritzker Prize chinois. Puis voilà, donc on voit que finalement dans la construction en terre, il peut y avoir des esthétiques très, très contemporaines. Mais je crois qu'on n'a pas encore... que la question de l'esthétique de l'éco-construction, elle n'a pas encore été suffisamment posée. Si vous regardez les grands, finalement, les grands mouvements artistiques et architecturaux, ils ont été, enfin, les questions sociales ont été portées par des esthétiques fortes. Si vous prenez au moment de la révolution industrielle le mouvement Arts and Crafts, dont William Morris est un des inspirateurs, bon, bah, c'est une réflexion très profonde sur les bouleversements qui sont liés à la révolution industrielle, au fait que les artisans soient dépossédés de leurs lieux et de leurs outils de travail et jetés dans les usines pour produire des objets de merde, excusez-moi pour parler très, très, très rapidement. Et William Morris, il pense une esthétique qui va porter ce discours écologique et social. Et il l'a fait. Et puis voilà, dans les années 20, vous avez le Bauhaus en Allemagne. Alors bien sûr, c'est une architecture de béton, mais le Bauhaus a un agenda politique qui est extrêmement clair sur une idée d'avoir des logements de qualité pour tous. Il propose la même esthétique pour les très riches et les très pauvres. Donc ok, aujourd'hui on rejette le béton, autre temps, autre mœurs. Mais en tout cas, ce message politique, il est passé par une esthétique qui était une esthétique unifiée, enfin une et facile à saisir. Donc là, on a des esthétiques qui sont différentes, mais à mon avis, ce dont on a besoin dans la démarche écologique qu'on essaye de porter en architecture, ben, c'est d'avoir un propos politique fort et d'avoir une esthétique aussi forte qui permette de transmettre autrement voilà, ce message politique. Et alors c'est vraiment politique et là je repense au fait qu'on critique beaucoup le béton chez nous, hein, parce que voilà, 7% des gaz, 8% maintenant des gaz à effet de serre qui sont produits par l'industrie du ciment, en fait, tout vient de là, le gros problème. Mais dans mon livre, justement, j'ai essayé de montrer que voilà, le béton, c'est pas... On ne peut pas dire, quand on va en Afrique, il faut arrêter le béton c'est mal, etc. Parce qu'on a aussi les très riches qui construisent en béton, mais aussi les très pauvres dans les bidonvilles. En fait, dès que les gens peuvent, ils essayent de se construire une maison en béton pour ne pas avoir à refaire leurs murs en terre après chaque pluie. Vous voyez, on parle beaucoup, par exemple, des mosquées au Mali, de Djenné, par exemple, qui est une prouesse architecturale, mais les gens, ils refont les murs après chaque grande pluie. Quand vous discutez avec des femmes dans les villages sahéliens qui doivent refaire tout, parce que c'est les femmes qui refont les murs, on l'a vu sur ta photo tout à l'heure, elles disent je suis contente de ne pas refaire les murs depuis que j'ai une maison en béton, parce qu'en fait je peux faire autre chose et je peux m'occuper de mes enfants. Enfin, vous voyez, donc il faut faire attention à ne pas avoir une vision idéalisée aussi de la construction en terre, et ça c'est difficile. Et puis voilà, cette idée de construire pour beaucoup, il faut bien avoir en tête que par exemple le ciment, il est subventionné dans plein de pays, c'est-à-dire que comme chez nous après les gilets jaunes, on dit on va subventionner l'essence, ou on arrête de taxer ci et ça. Voilà, on va subventionner le prix du ciment, il va y avoir des seuils politiques fixés par les gouvernements qui vont dire il ne faut pas que ça dépasse telle somme, sinon les gens descendent dans la rue, comme le pain, etc. Donc c'est intéressant, c'est vraiment aussi pour les pauvres qui habitent dans les bidonvilles, c'est le parpaing, c'est le lingot du pauvre, si vous voulez. Donc le parpaing, c'est ce qui leur permet d'exister aussi dans la ville. De dire, vous voyez, j'ai investi dans du béton, donc ça veut dire que voilà, j'ai le droit aussi de rester dans cette ville et de ne pas avoir une maison en bambou. Et vous voyez, et du coup, en face, il y a cette renouveau là, de la construction en terre, et on a différents panels, et je vais vous montrer quelques images un peu de ce qu'on peut faire en terre en Afrique de l'Ouest actuellement. Donc, par exemple, ici, c'est le Goethe Institute, donc les Allemands qui avaient commandé à Francis Kéré, avant qu'il soit prix Nobel, donc un bâtiment pour accueillir le centre culturel allemand à Dakar. Et ça va être un très beau bâtiment voilà, en terre, donc fait par une agence aussi locale qui s'appelle Worofila. Et l'architecte de Worofila dit, en fait,
le problème de la terre, souvent, quand on parle de la terre en Afrique, c'est qu'on ne voit la terre que pour les pauvres et le développement. Donc, vous voyez, un peu comme le béton aussi, elle dit, on a aussi le droit de faire des beaux bâtiments en terre, de faire des maisons et des villas pour les élites aussi en terre, et que ça ne soit pas que pour construire pour les pauvres ou pour le monde rural. Donc il y a tout un double discours. Je vous montre par exemple ce qui est en train d'être fait sur le campus universitaire donc de la grande université Cheikh Anta Diop à Dakar. Alors voilà un projet presque à une autre échelle. C'est-à-dire que là, ils sont en train de construire une vingtaine de bâtiments pour la cité U. En gros, ce qu'ils appellent même, ils l'appellent le Crous, vous voyez. Donc, voilà, donc là, c'est deux architectes français, Ardel Le Bihan. J'ai visité il venait d'être ouvert, hein, donc ce bâtiment, donc c'est des dortoirs pour les étudiants. Et vous voyez, c'est fait avec des ourdis, hein, donc l'air passe de part et d'autre, donc il n'y a pas de climatisation. J'ai visité les chambres qui sont vraiment bien pensées avec l'air qui circule. Enfin, et là, voilà, on montre en fait que c'est possible de construire en terre face aux autres bâtiments de la cité U où vous savez les gens vivent, ils mettent tout dehors parce qu'en fait il fait trop chaud dans les chambres, etc. Et donc les étudiants, les premiers à être logés, me disaient mais j'ai une chance énorme d'être dans ce bâtiment, non pas seulement parce qu'il est neuf, mais parce qu'on y respire dedans. Donc la question aussi du sensible, de pouvoir respirer dans ces bâtiments. Peut-être un autre exemple. Voilà, là de l'habitat social. Donc il y a cette ONG qui s'appelle Urbacen qui en fait a monté cette fédération sénégalaise des habitants. Donc les habitants cotisent tous ensemble pour pouvoir acheter du foncier, parce que là on parle de la construction, mais avant l'immobilier il y a le foncier, pour pouvoir acheter des terrains. Et puis là ils ont formé donc ces cratères. Donc c'est toujours cette comment on l'appelle, association ? Centre de formation, en tout cas à Grenoble, voilà, de recherche et formation, qui est venu former donc, au Sénégal des maçons à se faire ce qu'on appelle des BTC, des briques en terre comprimées. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'électricité, en fait, ça se fait, on compresse la terre, puis on laisse sécher les briques, elles sont, vous les voyez sous les bâches bleues derrière. Et puis après, voilà, on peut construire avec une presse comme ça, quand même, beaucoup de briques à la journée. Et là, ils vont construire donc toute une cité pour les habitants, voilà, presque 300 maisons, je crois. Alors voilà, j'étais avec le directeur de Urbacen il y a 4 jours à Genève pour une grande conférence sur l'habitat social. Et puis quelqu'un a dit, enfin, vous produisez 400 maisons, à Dakar, il en faudrait 400 000 par an. Il dit, bah oui, mais on commence. Et puis après, évidemment, si l'État, au lieu de subventionner le ciment, commençait à subventionner, vous voyez, les briques en terre comprimées, bah, peut-être qu'on pourrait aussi changer de modèle de construction. Aujourd'hui, en fait, si on prend l'autre exemple, ah oui non, je ferai après. Il y a un autre exemple qui est je crois que je l'ai mis juste après. Je reviendrai là-dessus peut-être dans la discussion. Voilà, un grand hôtel à Dakar qui a été construit en hauteur, parce qu'on dit souvent aussi que quand on construit en terre, on ne peut pas monter en hauteur. Et donc c'est un collègue de Élémentaire, donc un architecte sénégalais, qui en fait a dit moi je vais vous démontrer qu'on peut construire en hauteur des immeubles beau, de luxe aussi, dans le centre-ville de Dakar, pour montrer que c'est un peu si vous voulez, un immeuble témoin, et donc c'est pris comme une référence pour montrer que c'est possible. Et donc avec cette idée que voilà, on peut avoir différents types de modèles, construire des petites maisons pour les gens, mais passer à une échelle supérieure, construire en hauteur, et qu'en fait c'est possible. Simplement, il faut pouvoir mettre la filière en marche, parce que lui, Doudou Diem, là, le fondateur de Élémentaire, il dit maintenant je suis à un stade où on me demande presque trop de bâtiments, et je n'arrive pas à avoir voilà, la filière complète, aussi parce qu'elle est trustée par les grands groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Dangote, etc. Mais ça n'empêche pas que Holcim, par exemple, vous le savez peut-être, mais a une chaire de construction durable à Zurich. Vous voyez, donc elle finance la recherche-investissement sur la terre. Tous les 2 ans, elle organise une grande conférence internationale où elle décerne le meilleur prix d'architecture avec la plus faible empreinte carbone. D'ailleurs, Francis Kéré avait gagné un prix Holcim. Donc vous voyez, tout cela est très entremêlé et très ambigu, comme tu le disais tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que le changement peut aussi venir avec les grands groupes, parce que c'est les seuls aujourd'hui à avoir les moyens d'implémenter cette soi-disant massification. Mais est-ce qu'il faut massifier ? On peut en rediscuter. Voilà. Merci. On avait décidé de garder un long moment de discussion avec la salle, donc on entendait déjà des discussions. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Oui, et n'hésitez pas à lever la main. On voit une, deux. Oui, voilà. Là, merci beaucoup, madame.
Oui, alors une question. Vous parlez de la terre crue, mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler des terres crues? Et en France, il y a un organisme, le CSTB, qui normalise tout ce qui est dans le bâtiment. Est-ce que la terre crue est normalisable? Et ça rejoint aussi la question des assurances décennales et tout ça. J'apporte quelques éléments, mais après je laisserai les collègues répondre. Donc oui, effectivement, on pourrait parler des terres, puisqu'il y a plusieurs types de terres avec des granulométries différentes, des teneurs en eau différentes, qui du coup ont des caractéristiques architecturales et constructives différentes. Donc ça, vous avez raison. Et puis il y a des techniques de construction en terre différentes. On en a montré quelques-unes: pisée, la compression, l'extrusion. Et il y a aussi souvent des systèmes combinés, hein, terre-paille, enfin terre-fibre. Donc voilà. Et alors votre question sur la normalisation, elle est vraiment très intéressante et déterminante. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de normes pour la terre, mais il y a des tentatives, il y a plusieurs ATEX, donc c'est des appréciations techniques expérimentales. Donc ça, c'est effectivement le CSTB qui dit, pour certaines constructions dans certains chantiers, enfin certaines techniques constructives pour certains chantiers, elles sont, on les valide, on atteste qu'elles respectent un certain nombre de caractéristiques qui leur permettent d'être facilement assurées. Mais c'est tout un... Donc ça concerne certains types de procédés constructifs de la terre. Mais il y a... En fait, cette question de la normalisation, elle fait débat au sein du milieu de la construction en terre crue, parce que... En fait, il faut passer... D'abord, ça coûte très cher d'obtenir ces ATEX, donc il faut beaucoup d'argent. Et en plus, c'est une vision... certaines techniques de construction en terre crue peuvent atteindre de très bonnes performances sans passer complètement par toutes les demandes du CSTB, mais ont du mal à être assurées parce qu'elles n'obtiennent pas ces ATEX. Donc il y a une volonté quand même de questionner la manière dont le CSTB fonctionne et normalise la terre. Peut-être, Philippe, tu veux ajouter des choses, puisque... Non ? Moi, je trouve que de façon générale, la question des assurances, des normes, ça doit être transformé en problème public, en fait. Parce que, bien évidemment, quand on regarde l'histoire de la construction, on a surtout construit avec des matières qui n'étaient pas des matières stabilisées. C'est-à-dire que quand on construit en terre, la terre, ici, elle a certaines propriétés, et à 150 km de là, elle en a d'autres. Et quand on se construisait en paille aussi, ou avec des fibres, voilà. Donc, en fait, c'est celle ou celui qui assure, en fait, la garantie de viabilité de l'ouvrage. Et là, on est dans un système où la garantie, elle doit être portée par le produit. Et ça, c'est une logique qui est née avec le monde industriel. C'est le monde industriel qui a imposé que les produits soient garantis et que finalement, on peut avoir... Peu importe, on peut avoir des ouvriers qui n'ont pas beaucoup de compétences parce que dans le fond, on sait que ce produit-là, ce lavabo-là, ces chiottes-là, ça ne va pas bouger. Voilà. Et du coup, les gens qui construisent en terre, ils sont obligés de courir après cette logique-là, alors qu'en fait, ce n'est pas la leur au départ. Donc moi, je comprends bien, il faut bien évidemment assurer la construction, les bâtiments, mais on devrait inverser la charge de la preuve. On devrait inverser la charge de la preuve. On n'est pas obligé Enfin voilà, il y a tout un tas de constructions où c'est celle ou celui qui engage sa responsabilité de constructeur et qui dit voilà, ce que j'ai fabriqué, ça va tenir. Voilà. Et c'est pas forcément le produit. Merci. Voilà. Je suis un peu frustré. Il faudra que vous recommenciez une conférence. Aucun de vous n'a parlé de l'avenir de la construction en terre.
par l'impression 3D. On voit dans le monde de l'impression 3D des superbes constructions en terre. Là, la terre crue se prête assez bien, semble-t-il, à la construction 3D, qui consiste à mettre soit une grue, soit un énorme... quelque chose qui conduit un tuyau qui va déposer la terre. La différence, c'est qu'on construit 100 maisons dans la journée. On n'est plus dans l'artisanat, mais on est dans la construction de terre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ou ne rien nous dire, je ne sais pas. Non, je crois qu'on peut rien vous dire. Mais ouais, mais moi, voilà, vous avez bien compris. Moi, ça me pose problème en fait. L'idée que, alors peut-être dans d'autres contextes culturels, mais finalement, moi je crois pas que, enfin je défends plutôt enfin je comprends qu'on puisse la défendre, mais je défends plutôt la position opposée. Que là, on est dans un moment où finalement, ce qui se passe dans le monde de l'éco-construction, et donc dans la construction en terre aussi, c'est une redéfinition de nos façons de travailler. Et je ne dis pas que dans un deuxième temps, il n'y aura pas nécessité de changer d'échelle et de volume de production. Mais pour moi, je trouve qu'on n'en est pas là. Alors, il y a certainement des choses passionnantes qui sont liées à ces technologies-là. Après, je les connais pas. Non, enfin moi, rien à dire sur la 3D, mais je pense juste sur cette question-là de massification, etc. En tout cas, dans les contextes européens, en fait, on a dit construire les villes du futur en terre, mais l'enjeu, c'est pas de construire la ville. Enfin, l'enjeu, c'est de éventuellement la réhabiliter, la réaménager. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi questionner cette construction neuve, etc. Et la massification telle qu'on la pense, on la pense souvent pour industrialiser de la construction neuve, alors que l'enjeu, c'est quand même d'abord de réhabiliter l'existant dans les contextes européens. Dans les contextes des Suds, quand on dit que en fait, la ville du futur, la ville de 2050 en Europe, elle est déjà là. On dit, notre collègue dit que 80% de la ville existe déjà. Alors qu'en fait, en Afrique et en Inde, en Asie du Sud-Est, on dit que il n'y a que 20% de la ville de 2050 qui est déjà là. C'est-à-dire qu'on doit construire 80% des logements et des infrastructures. Là, on a beaucoup parlé des logements, mais on pourrait parler des infrastructures, des routes, etc. Donc c'est sûr que là, les enjeux, ils sont énormes. Et sur l'imprimante 3D, alors on ne parle pas de l'imprimante 3D, enfin on ne parle pas des impressions, du 3D en terre, mais en béton. Ça, c'est un enjeu. Les grands groupes sont en train de développer ça. Ils font des démonstrations. Ils ont fait au Malawi un exemple de village construit en 3D. Et c'est sûr que s'ils le font, ça ne sera pas vraiment d'abord avec la terre. C'est plutôt sur la question du béton. Même si aujourd'hui, comme on revient du béton en Europe à cause des effondrements, le pont Morandi, etc. En Afrique aussi, les effondrements sont quotidiens. Là, je repense à la question sur la... Donc, il y a toujours des effondrements. Moi, je suis sur plusieurs groupes WhatsApp. Les gens envoient des effondrements tous les jours, comme on enverrait une carte postale. Vous voyez, ils disent regardez ce qui s'est passé aujourd'hui là, là et là. Des effondrements d'immeubles, parce que il y a quand même une question aussi dont on parle pas, c'est le fait que le béton est un matériau obsolescent. Que maintenant, on arrive à 70 ans de béton en Europe et qu'il faut le guérir. Là, on se demande qu'est-ce que vont devenir tous ces bâtiments en béton qui n'ont pas de maintenance en plus. Donc encore, nous, on entretient, vous voyez, les régies, les syndicats qui nous obligent à refaire des travaux, etc. Et en fait, ça pose quand même une question parce que finalement, la Terre, c'est un peu plus long en durée de vie, surtout si c'est construit de forme comme celle-ci. Donc voilà, on est sur des vraies questions sur le futur. Et en tout cas, les grands groupes, eux, c'est sûr qu'ils sont déjà sur la 3D depuis très longtemps. Ils font des tests pour le massifier sur cette construction-là, mais malheureusement en béton et non pas en terre. Ouais, il y a une question ici, madame, et une ici. Voilà. Moi, je pense aux constructions en pisé, en Beaujolais. Est-ce que le savoir-faire est complètement perdu aujourd'hui chez nous? Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'est la même chose que les constructions en Afrique, auquel cas, en terre, auquel cas le savoir-faire n'est pas perdu? Et qu'est-ce qu'il en est de l'avenir de cette technique? Alors, vous voulez répondre ou on prend la deuxième question, madame, voilà.
Comme vous avez parlé de région parisienne, je voulais savoir si vous pourriez nous dire quelques mots de l'école primaire et maternelle qui s'est ouverte à Châtenay-Malabry sur l'ancienne zone de l'école centrale, qui a été construite en terre, justement. Et d'une manière générale, si vous pouvez nous parler un peu de ce chantier où il y a eu un effort de récupération du béton, des diverses matières des bâtiments qu'ils ont détruits. Peut-être du coup, juste pour répondre, donc juste pour que les gens soient au courant, donc c'est un chantier de démolition, reconstruction sur l'ancien campus de l'école centrale à Châtenay-Malabry, et donc transformation de ce campus en quartier d'habitation mixte avec du logement, de l'activité, des commerces. Donc sur la construction en terre, je connais pas spécialement ce projet, donc je sais pas par exemple d'où vient la terre qui a été utilisée, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Par contre, sur la réutilisation du béton, effectivement, c'est un projet qui a été souvent considéré un peu comme exemplaire parce que donc il y avait les bâtiments donc de l'ancienne école centrale qui ont été donc concassés, c'est-à-dire broyé en plein de petits morceaux. Et le béton a été... en fait, 100% du béton présent dans le campus a été réutilisé sur le site, ou bien en sous-couche routière, donc pour faire les infrastructures, et en petite proportion, quand même, je ne sais plus, c'est 20 ou 30% dans les nouvelles constructions. Donc dans le bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, donc c'est à souligner. Par contre, ce que je tiens à dire sur ces projets, c'est qu'il y a 100% du béton qui était présent dans les constructions existantes qui a été réutilisé. Mais par contre, comme le nouveau projet nécessite beaucoup, beaucoup plus de quantité de béton que ce qui était déjà présent. Donc le recyclage ne suffit absolument pas. Dans la mesure où il faut importer. En gros, ça doit représenter à peine 10% de l'ensemble du béton utilisé pour ce projet. Voilà. Et pour vous répondre, madame, sur votre question, alors sur le Beaujolais, je ne sais pas. Les savoir-faire, ils ne sont pas totalement perdus, et notamment, justement, grâce à l'action en fait, de ces centres de recherche, de ces centres de formation, qui portent une attention aux savoir-faire locaux et à la manière de les revaloriser. Mais si on dézoome, c'est bien évident que dans le monde de la construction, il y a énormément de savoir-faire qui ont été perdus en France et partout dans le monde. Et du fait aussi de la violence du processus de destruction de l'existant, puisque si vous réhabilitez, il faut quand même connaître les savoir-faire. Voilà, mais si vous détruisez pour reconstruire en neuf et reconstruire en béton, bien évidemment, ces savoir-faire sont perdus. Et historiquement, on sait bien que le béton a été aussi un matériau qui a servi à détruire en fait les corporations d'artisans et d'ouvriers qui coûtaient cher et qui avaient des revendications. Tandis qu'une fois que le béton, enfin le métier, c'est juste une fonction, hein, et qu'il n'y a plus véritablement de savoir-faire, vous avez une armée de réserve d'ouvriers interchangeables que vous pouvez peu payer et remplacer quand vous le voulez. D'ailleurs, avec Armel, on a assisté à Genève à une rencontre autour de la préfabrication du béton. Puis là, il y avait une grande experte du béton qui en gros, a expliqué que construire en terre, c'était super, ou construire en bois, c'était bien, mais il ne fallait pas détruire les forêts. Et puis voilà, l'éco-construction, c'était bien, mais les filières n'existaient plus. Voilà. Les savoir-faire n'existaient plus, les filières n'existaient plus, ce qui est vrai, hein, du fait du béton. Et elle disait, mais alors c'est quoi la solution ? C'est le béton, parce que le béton, on est riche, il y a plein de chercheurs. Voilà. Donc allons du côté des bétons haute performance et ne perdons pas notre temps à recréer des filières qui n'existent plus et qui de toute façon n'auront pas d'impact sur... voilà. Donc l'enjeu, il est là aussi. Voilà, j'en profite pour faire une petite ouverture sur le travail de Salima Nagy, qui est une architecte marocaine. Elle devait être ici au FIC ce week-end.
Mais en fait, elle a obtenu un grand prix la semaine dernière, grand prix de l'Académie de l'architecture, c'est comme ça l'Académie d'architecture, donc en plus, voilà, femme marocaine qui reçoit ce prix, donc c'est un grand symbole. En fait, Salima Nagy a beaucoup œuvré justement pour le renouveau, enfin, essayer de réapprendre ses savoir-faire, donc pour reconstruire par exemple des greniers, vous voyez, en terre, apprendre à reconstruire avec les traditions, la construction justement antisismique. Alors vous voyez ce bâtiment derrière qui est à Agadir, elle le refait avec donc ces planches, ces grandes poutres en bois au milieu qui en fait étaient la manière traditionnelle de construire pour éviter que les bâtiments s'effondrent lors des séismes. Et donc évidemment avec le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc il y a 1 an maintenant, ça a mis en lumière, on a vu tous ces bâtiments en béton éventrés, voilà le nombre de personnes qui sont mortes parce qu'une dalle de béton leur est tombée, une chape de béton leur est tombée dessus. Et à côté il restait les bâtiments qui étaient là depuis très longtemps, les mosquées construites depuis plusieurs centaines d'années. Et voilà. Et du coup, le travail de Salima Nagy permet de montrer que ça se réapprend aussi. Elle est en train de reformer des gens. Elle a été recherchée dans les Ksour, donc les vieux villages traditionnels, les savoir-faire. Et du coup, elle reforme avec toute une équipe pour reconstruire. Vous voyez, on peut faire des bâtiments à la fois très modernes avec une architecture presque ancestrale où les gens savaient très bien qu'on était en zone sismique. Ils n'ont pas attendu qu'on crée les échelles de Richter pour le savoir. Donc voilà. Et son livre, qui est je pense en accès libre sur Internet, comme la plupart des livres de Métis Presse, comme le mien d'ailleurs. Voilà, vous pouvez. C'est vraiment un très beau travail sur cette architecture vernaculaire, mais avec une forte dimension politique, puisque maintenant, évidemment, depuis le tremblement de terre, elle est très mise en avant aussi, et c'est en fait une lutte depuis une vingtaine, trentaine d'années pour redécouvrir tous ces savoir-faire qui ont disparu. Alors, il y a une question devant qui était « Pourquoi est-ce que le béton est si irrécupérable ?» C'est ça. Je ne vais pas répondre. Et après, on prendra la question derrière. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par irrécupérable. Sur le recyclage. C'est ça. Alors, donc, déjà, dire que dans le discours des groupes de béton et de ciment, justement, le béton est présenté comme un matériau recyclable. Parce que vous le concassez, ça vous fait comme des granulats et vous pouvez le réutiliser. Aujourd'hui, il est en très grande partie réutilisé, mais pas pour de la nouvelle construction, mais pour des infrastructures, pour les routes, en remblai, exactement, remblai de route. Donc c'est effectivement, moi c'est ce que j'appelle un sous-cyclage, parce que vous l'utilisez pour un usage inférieur à l'usage pour lequel il a été conçu. Voilà, donc on peut le réutiliser en partie pour faire de la construction, mais il faut remettre du ciment dedans. Donc en fait, vous retombez dans ce qu'on a expliqué au tout début. Voilà. Et qu'est-ce que la question du recyclage du béton, c'est aussi les fers à béton. Vous voyez, oui. Et en fait, ça, c'est un gros problème parce que quand vous concassez le béton, en fait, il y a ces fers à béton qu'il faut extraire. Et par exemple, pour avoir été dans une carrière récemment qui est juste à côté de Genève, au-dessus de Genève, je demandais au constructeur, alors vous recyclez combien parce qu'il montrait recyclage du béton. Je dis, mais c'est combien de pourcentage et tout. Puis je dis, puis les fers à béton, vous faites quand même. Il dit, on doit les trier à la main. Vous voyez, donc on retombe presque dans une économie qu'on verrait en Afrique. Parce que par exemple, en Afrique, quand on va démolir un bâtiment, parce qu'on démolit des bâtiments qui sont récents, qui ont 20 ans, mais voilà, et quand il y a une annonce devant le chantier de démolition, vous avez des petites camionnettes, charrettes, plutôt des 3 roues, des tricycles qui attendent pour récupérer le gravat. Il y a toute une économie du gravat qui est complètement insoupçonnée parce qu'en fait, les gens récupèrent ça pour boucher les trous sur les pistes, pour boucher, surtout quand on est en zone lagunaire, par exemple, boucher les bas-fonds, etc. Et donc, le béton, il est tout de suite recyclé. On n'a pas du tout ce problème-là dans les villes ouest-africaines. Mais c'est vrai qu'en Europe, cette question du fer à béton, elle est quand même très compliquée. Mais pour être un brin provocateur, moi, je suis convaincu que ce matériau-là a été réinventé pour impliquer la destruction systématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement le réutiliser. Oui, on le réutilise comme remblai, quoi. Mais voilà. Et en fait, il y a le béton, puis il y a en fait des générations comme ça de matériaux. Voilà, vous avez des fenêtres qui ont été collées.
ben, du coup, vous ne pouvez pas démonter les montants pour les réemployer. Il faut tout péter. Ben, c'est super comme ça, parce que comme ça, on peut en acheter d'autres. Voilà. Tandis que si vous concevez des éléments ou des matériaux de telle sorte qu'ils puissent être réemployés, ben, bien évidemment, on est dans une autre économie de la construction. Donc, moi, je suis convaincu que ça a été pensé de telle sorte à impliquer un processus de destruction absolument systématique. Donc maintenant, on cherche par tous les moyens à expliquer que ça peut être réemployable ou que ça peut être, voilà, le béton pourrait être recyclé. Mais en fait, je pense qu'il n'a pas été conçu pour ça. Oui. Voilà, en bas et ensuite en haut. Moi, je m'interroge sur la disponibilité de la ressource terre. Est-ce qu'on a une idée de la disponibilité? Parce que finalement, dans nos sols, j'ai l'impression que la partie terre utilisable pour la construction, elle est minime par rapport à tout ce qu'on a en dessous. Et je me demandais s'il ne fallait pas impacter du coup des grosses surfaces, des grosses surfaces pour pouvoir avoir assez de disponibilité en terre pour les constructions. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'exemple des remblais qu'on pourrait avoir sur le tunnel sous Paris. Mais je me dis que ces tunnels-là, ils sont creusés principalement dans des matériaux minéraux, minéral, et peut-être pas forcément beaucoup de terre utilisable derrière pour la construction. Alors, merci. Je pense que c'est une question importante. J'ai pas forcément complètement de réponse. Donc, effectivement, dans le sous-sol parisien, il y a les particuliers du sous-sol parisien parce qu'il y a beaucoup de gypse, donc qui permet de faire du plâtre. Voilà. Donc vous avez raison. La disponibilité en terre qui peuvent être utiles à la construction, c'est pas toutes les terres, c'est pas partout, mais il y en a quand même. Et en région parisienne, il y en avait quand même. Et c'était un des enjeux de trouver où étaient ces terres et essayer de trouver comme des filons, des terres un peu homogènes, quoi, des filons homogènes d'un type de terre. Donc par exemple en région parisienne, il y a les limondes plateaux. Je ne sais pas si ça vous intéresse, qui sont importants quand même. Donc c'est quand même une ressource. Après, je ne sais pas si vous avez des éléments à dire, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une question juste. On peut se poser cette question pour tout type de matériaux. Donc, elle se pose aussi pour la terre. C'est pas ça n'évacue pas cette question de la disponibilité. Voilà. Désolée, c'est pas très... Est-ce qu'on sait si le faible coût du matériau terre pourrait compenser la mise en place d'une nouvelle filière de production, puisque tout à l'heure vous parliez d'une filière qui n'est pas encore en place et qui nécessite de gros moyens, mais comme on travaillerait un matériau qui a priori existe et donc est moins cher que le fait de fabriquer du béton, est-ce que ça pourrait être une compensation utilisée pour la mise en place d'une filière voilà. Ouais, je ne peux pas vous répondre précisément, mais c'est un enjeu majeur qui se pose aussi dans d'autres secteurs. En fait, la terre, c'est un matériau qui va impliquer pas mal de main-d'œuvre. Et donc, il y a un modèle économique à trouver qui, pour moi, ne va pas forcément du côté de la massification, hein, mais il y a un modèle économique à trouver et voilà, où est-ce qu'est l'équilibre? Comment est-ce qu'on le pense? Donc on peut avoir un matériau peu cher au départ et finalement se retrouver plus cher sur le marché. C'est des questions, par exemple, que se posent celles et ceux qui travaillent en réemploi. Vous avez un matériau qui est gratuit, puisque finalement il était déjà là, mais le travail de reconditionnement, de stockage, de revente, fait que si vous êtes au-dessus du prix du neuf, ça peut être dissuasif pour beaucoup de gens. Mais là encore, c'est des questions assez politiques, parce que pour moi, la question centrale, c'est où va l'argent, en fait? Où va l'argent? Et ce que je trouve fascinant dans l'éco-construction, c'est que l'argent, il va à la main-d'œuvre, en fait. Il va d'abord à la main-d'œuvre. Et quand vous construisez en béton, il ne va pas à la main-d'œuvre, en fait.
Et donc voilà, je peux pas vous répondre, mais c'est un enjeu qui est absolument fondamental. Oui, c'est quoi le projet de société? C'est quoi le projet de société dans les manières de travailler autour d'une matière? Peut-être juste pour dire, du coup, dans le cas des terres excavées, donc ces terres, c'est même des matériaux qui ont un coût négatif, puisque elles sont considérées comme des déchets. Donc pour les récupérer, vous êtes payé en fait pour récupérer ces matériaux. Mais en fait, même en ayant un coût négatif, ça suffit pas enfin, ça permet pas une économie, enfin de baisser le coût final. D'une part, et d'autre part, en fait, tous ces prix-là, c'est quand même des marchés, comment dire, c'est des constructions abstraites, quoi. Donc, en fait, par exemple, là, dans le cas de Cycleterre, on pensait que on serait payé pour récupérer la terre, et en fait, quand les terrassiers se rendent compte que vous êtes intéressé par un matériau, bah, ils lui donnent un prix. Donc, vous devez le payer. Peut-être sur cette question, parce que j'ai travaillé du coup sur les matériaux de construction en Suisse, à la frontière, vous voyez, entre Genève et Annemasse, donc qui est un espace transfrontalier très important, parce qu'on a une montagne qui s'appelle le Salève, qui domine Genève, mais qui est côté France. Et les Genevois disent que c'est leur montagne, et puis les Français disent que c'est leur montagne. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a plein de chantiers de construction dans Genève, puisque c'est une ville en pleine croissance démographique, avec l'emploi, vous savez, voilà, les salaires extraordinaires, etc. Et donc, en fait, Genève est toute petite, puisqu'elle est ceinturée par la France. Et donc, il y a ces terres excavées, là, dont on ne sait pas quoi faire. Et alors, c'est très intéressant, parce que cette montagne qui domine Genève, qui s'appelle le Salève, elle est trouée. C'est une carrière. C'est la carrière de Genève depuis déjà un siècle et demi. Et donc, il y a des trous, parce que les propriétaires de la carrière, une famille franco-suisse évidemment, ils jouent sur les fiscalités comme les grands groupes internationaux. Et donc, du coup, eux, ils vendent le granulat, en fait, donc les pierres concassées, pour faire du béton dans Genève. C'est intéressant. Et donc, ils ont des trous, et ils sont incités par les municipalités à reboucher les trous et à restaurer la forêt. Vous voyez, donc voilà, ils peignent en gris pour qu'on voit moins qu'ils ont extrait la montagne. Et donc, ils rebouchent. Et comment ils font? Donc, ils vendent leur pierre, en fait, pour construire Genève. Et puis, comme ils ont des trous à boucher, ils se font payer pour récupérer la terre excavée. Donc, ils gagnent de l'argent 2 fois. Et maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte plus cher, en fait, le mètre cube à reboucher que la pierre qu'ils vendent. Vous voyez, parce que l'espace manque tellement. Donc, on est dans une économie, en fait, complètement incroyable. Et nous, on s'était amusé avec une collègue à essayer de voir les liens entre les trous dans la montagne et dans la vallée du Rhône, évidemment, ça se voit. Il y a des carrières partout, etc. Les trous et les liens avec les trous en ville, en fait. Et puis les tours qui montent. Et c'est marrant comment les gens ne font pas le lien entre le trou dans la montagne et le trou qui va servir au futur parking de la ville. Et les constructions qui, en fait, sont très liées. Et c'est là, d'ailleurs, ce sur quoi jouent les grands groupes de BTP, en disant, mais regardez, on nous incite à faire quand même, le ciment, ok, ça pollue, mais c'est local, quand même, vous voyez. Oui. Quand vous allez visiter la carrière, ils vous disent regardez, nous on distribue du ciment et des pierres à 20 km, c'est une industrie locale, on fait tourner, voilà, il faut des journées portes ouvertes, vous pouvez tester les caterpillars avec vos enfants, tout le monde est content. Enfin, il y a tout un travail aussi de greenwashing de la part de tout ce monde-là, et c'est pareil pour les préfabriqués. C'était les 50 ans de la grande usine de préfabriqués de Genève, et tout le monde était là et se félicitait du préfabriqué en béton parce que c'est local. Donc c'est une fierté aussi locale, comme en Afrique où les gens maintenant sont fiers de consommer du ciment local, du ciment Dangote qui n'est plus le ciment des Blancs. Il est produit localement, 100% made in Africa. Donc c'est quand même tout un discours autour de ces matériaux qui est intéressant, je trouve, sur l'ancrage territorial. Alors, la dernière question ou les 2 dernières questions? Ouais. Moi, je voulais dire déjà sur la question de ne pas détruire les logements, enfin les bâtiments. Il y a aussi l'utilisation des logements qui est faite en Europe et le fait qu'on laisse des logements vides qui compte un peu. Et sinon, je voulais vous demander sur l'exemple que vous avez donné de Saint-Gobain qui utilise de l'argile mais qui met du ciment dedans. Du coup, à partir de ce moment-là, cette terre, elle est plus réemployable, j'imagine. Et en fait, est-ce qu'on ne revient pas dans une logique extractiviste par rapport au début de la conférence? Et en fait, c'est aussi un enjeu d'avoir des techniques qui ne soient pas récupérées en fait, par ces grands groupes, parce que la logique capitaliste, elle est fondamentalement extractiviste. Voilà. Exactement. Voilà. C'est intéressant parce que la semaine prochaine, je participe au Rendez-vous de l'Histoire à Blois, donc qui est l'autre grand festival après Saint-Dié.
Moins bien. Et donc cette année, le thème est la ville, et je fais la table ronde finale avec la directrice Saint-Gobain Recherche et Développement. Donc c'est intéressant, vous voyez, et le thème c'est la ville du futur. Donc je pense que voilà, je pourrais lui poser plein de questions sur leurs objectifs à long terme, et elle aura certainement plein de choses à dire, et peut-être qu'elle sera aussi radicale que le président de Bouygues, parce que souvent, voilà. Ok, ben merci beaucoup à tous les trois pour voilà, ces éléments. Merci pour votre écoute et bon festival. Ah oui, il y a une dédicace à la sortie de la salle par Philippe Simet pour son dernier livre, Bâtir avec ceux qui restent.